Pierre Mailloux, salut. Oui, bonjour Daniel. Comment ça va? Toujours aussi mal, merci. Oui, ça me fait plaisir de voir ça. Je t'aime bien d'ailleurs quand tu vas mal. T'es un peu plus abrasif. Quand tu vas bien, il me semble que tu te ramollis. Abrasif ou embrassé? Non, abrasif. Pierre, Denis Philippon est un père de famille qui a eu besoin de 2 véhicules pour finir par se tuer avec son petit gars, entraînant dans la mort 2 jeunes gens qui étaient dans un autre véhicule, le premier qui l'a frappé. L'être humain est une drôle de bébite. Définitivement. Et je pense qu'on pourrait peut-être en profiter pour amorcer la réflexion sur l'histoire du fameux contrôle des armes à feu. Alors, on a essayé de vendre à la collectivité québécoise la salade éhontée sous le régime de Jean Chrétien, suite aux événements de la tuerie de la Polytechnique, qu'en contrôlant les armes à feu, nous diminuerions la violence intrafamiliale et la violence conjugale. Un autre bel exemple de la faillite monumentale du contrôle des armes à feu. Un homme n'a pas besoin d'une carabine pour tuer un enfant et tuer l'ex-conjointe. Et c'est souvent pire que s'il avait pris une carabine, puis il avait tué sa conjointe, puis s'était tué. Là, il a tué 2 innocents. Là. Mais en dehors de savoir s'il y a eu besoin d'une carabine ou pas, quand je dis que l'être humain est une drôle de bébite, on dit souvent que dans une discussion où quelqu'un perd lumière, qu'une bonne claque sur la gueule, des fois, ça ramène. Tu sais, on a déjà vu ça, là. Quelqu'un il est d'un bleu, là, il voit plus où ce qu'il va, puis flau, il revient comme sur ses 2 pattes. Là, ce gars-là, qui a perdu lumière, vraisemblablement, là, on va le présumer parce que toutes les circonstances sont contre lui. Oui. Il a perdu lumière, il est dans un véhicule avec son petit gars, il rentre face à face avec un autre véhicule, il y a 2 personnes dedans, les 2 personnes vont décéder. Et là, c'est pas assez fort, ça. C'est pas l'équivalent d'une claque à la gueule pour qu'ils se disent, Denis, c'est entré. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Il se retrouve un autre véhicule, il rembarque dedans, puis il flau. Qu'est-ce qui fait perdre la lumière à un être humain? Non. C'est précisément des claques à la gueule. Il y en a peut-être trop eu quand il était petit. C'est pas. Ça, c'est l'hypothèse la plus plausible. C'est pas. Il y en a peut-être trop eu. Ouais. Et c'est ça qui amène des adultes souvent à perdre la lumière. C'est la brutalité, la violence dont ils ont été victimes en bas âge. Oui, peut-être, Pierre. Mais tu comprends que l'exemple que je donnais tout à l'heure... Oui. Mais, tu sais, une personne hystérique, là, t'en prends par les épaules, t'en brasses un peu, puis si ça fait pas, tu lui donnes une claque. On a déjà vu ça, là. Il y a des gens que tu vas aller sauver de la noyade. J'essaie de te dire que c'est peut-être parce qu'il a été traité comme ça qu'il a fait ce qu'il a fait. Oui. Alors, le remède n'est sûrement pas dans la cause. Je comprends, mais moi, j'essaie de voir comment un gars qui frappe un premier véhicule va pas, entre guillemets, dégriser et se demander qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il était pas grisé, il était furieux. Non, mais le petit devait être à côté puis pleurer toutes les larmes de son corps. Là. En plein ça. T'as tout compris. C'était pas suffisant. Non, il était furieux. Un cocu pas content, c'est un homme dangereux. Ah, il était cocu, il était furieux, il était au niveau de ses instincts. Et un homme qui a été brutalisé en bas âge peut être un compagnon plus tard extrêmement dangereux. Mm-hmm. Ils comprennent plus rien. Je trouvais ça pathétique. D'où l'importance de faire appel à la raison chez les enfants et non pas d'utiliser la violence pour les soumettre. Oui. Parce que tu prédisposes ces individus-là à des comportements extrêmement explosifs plus tard dans la vie. Tu l'as probablement. Parce que c'est évident. Ce que tu es en train de dire, cet individu-là n'était pas en mesure d'avoir accès à sa tête. OK? Il n'avait pas accès à sa raison. Non, le comptoir était fermé. Parce que Ticlin n'a pas été éduqué à faire appel à sa raison à partir d'un bas âge. Oui. Alors, les bonnes femmes qui écoutent, puis qui aiment ça, là, faire obéir leur gamin au doigt et à l'œil, vous voyez qu'est-ce que ça donne? Ça donne des morons comme ça. Oui. Je trouvais ça pathétique de voir la fille de Philippon. Tu pourrais en remettre? Oui, vas-y. Qui est allée à la télé hier et, pauvre enfant, défendait son père devant l'indéfendable. Et je me disais, c'est incroyable de voir la capacité qu'a l'être humain de nier des évidences. Oui, ça c'est vrai. Alors, le phénomène de négation ou le déni, c'est un mécanisme de défense inconscient chez l'être humain, extrêmement utilisé, comme celui de la projection.
Alors, c'est pas non, c'est pas arrivé, là, ça se peut pas. Ouais. OK? Alors, un déni massif et la projection qui est de prêter à l'autre ce qu'on n'est pas capable d'accepter de soi. Oui. Comment de fois on a vu ça aussi dans des procès où il y a quelqu'un qui est accusé et trouvé coupable, mettons, d'agression sexuelle ou de meurtre, où tu as des conjointes particulièrement qui vont nier jusqu'à la mort que ce se soit produit. Oui, exact. Oui, c'est fréquent. Oui. Mais j'ai pas vu le témoignage de la fille en question. Ah non, pauvre enfant, ça faisait pitié, là. C'est-à-dire, elle a quel âge, Bon, au-dessus de 20 ans, là. OK, c'est une jeune femme. Oui, c'est une jeune femme. Puis là, qu'est-ce qu'elle disait? Qu'est-ce qu'elle faisait, la pauvre? Ben, que c'était un bon père, puis il a pas pu faire ça, puis il y avait pas de tendance suicidaire, puis c'était... Non, je te dis, ça faisait pitié, là. Oui. Ça faisait pitié. Hey, Pierre, C'est-à-dire pas de tendance suicidaire. Ce qu'elle veut dire, c'est que son père n'avait probablement pas d'histoire peut-être. De fragilité apparente. Peut-être. Je sais pas, mais... Ouais. Mais il forçait de reconnaître que Denis Philippon était incapable de respect envers l'autre. Oui. Alors, il concevait la relation intime comme une appropriation. Et c'est ça que cette jeune femme-là aurait peut-être avantage à découvrir. Hey, tu sais pas quoi? C'est dangereux de s'approprier des êtres humains, parce que quand ils vont vouloir s'en aller, comment tu vas réagir? Ouais. Si ta femme t'appartient, comment tu vas réagir quand ta femme va vouloir prendre le large? Hein? Ah, tout à fait. Tu comprends-tu la conséquence du phénomène d'appropriation? Alors, le respect de l'autre, c'est pas facultatif, c'est essentiel. Parce qu'à partir du moment où tu respectes l'autre, tu as été éduqué à respecter l'autre, qu'est-ce que tu vas faire? Lorsque l'autre va faire un choix qui te plaît pas trop, ben, tu vas le respecter. Oui. Parce que tu as été éduqué à ça. Hey, tu sais pas quoi, Pierre? Tu vas être content. Oui, tu vas être content. Je passe carrément à un autre sujet. Pas de problème. Mais tu vas être content. Oui. Les commissions scolaires du Québec, maintenant, oui. Suivant une loi, la loi 86, je crois, ou 85, ont obligation maintenant de se trouver un protecteur de l'élève. Tu vas être heureux depuis le temps que tu dis qu'ils sont malheureux. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là, là? Vas-y, continue. Un protecteur de l'élève. T'as un grief avec un professeur, t'as quelque chose que tu soupçonnes être préjudiciable envers toi comme élève ou comme parent d'élève, tu vas pouvoir déposer ton grief auprès du protecteur de l'élève. Nous autres, la question qu'on s'est posée un matin, est-ce que c'est pas une arme de destruction massive tournée vers les professeurs? Ben, voyons. T'es pas sérieux, là? Je savais que t'allais aimer ça. T'es pas sérieux? Je suis très sérieux. Bon, regarde, là, on va commencer pour t'apprivoiser à cette réalité. Commence tranquillement. Hein? On va commencer tranquillement. Daniel, est-ce que depuis qu'il y a le protecteur du citoyen au Québec, ça l'a changé quelque chose? Ah, mais mon Dieu, c'est tellement pas pareil, Pierre. Non, mais attends, allons-y, oui, mais pas vite. Tu sais, ça existe, le protecteur du citoyen? Oui. Bon, ça a été créé dans les années, je crois, 70, 80? Il y a un paquet de monde qui s'en servent pas, ils trouvent que c'est trop compliqué, d'ailleurs. Bon. Ils savent pas c'est quoi. Bon, ça donne pas grand-chose, hein? On est-tu d'accord? Ben, ça donne pas grand-chose. Ça fait pas peur à grand monde. C'est ça fait pas peur à grand monde. Ce n'est pas une arme de destruction massive. Mais c'est pas pareil. Bon, OK, alors... Dans les écoles... Ça, c'est pour les adultes. Alors là, il y aurait un protecteur du citoyen, un peu du même style. Protecteur de l'élève. Protecteur de l'élève. Oui. Citoyen-enfant. OK. Oui. Ben, c'est une arme de destruction massive tournée vers le professeur. Les professeurs sont déjà vilipendés sur la place publique pour se faire dire qu'ils sont pas assez ci, sont trop ça, devraient être plus ci, plus ça. À l'école, là, il y en a des petits jeunes qui attendent rien que ça, de pouvoir trouver une occasion supplémentaire d'avoir des griefs contre les profs. C'est une arme à utiliser avec beaucoup de précautions. Ben, c'est une arme. Écoute, c'est que ce qui m'impressionne dans ta réaction, c'est ta fragilité apparente devant l'enfant. Mais si tu as peur de l'enfant, Daniel, c'est ça que je déplore. Et t'es très représentatif d'énormément de monde. Il y a énormément de Québécois qui sont morts de peur devant les enfants. Mais c'est quoi cette affaire-là? Ben non, c'est le contraire, Pierre. Vous êtes tellement peu adulte qu'un enfant vous fait peur. Non, c'est le contraire, Pierre. En ce qui me concerne, je crois être capable de régler mes affaires par moi-même, mais je pense que lorsqu'on donne
un mandat particulier à un individu de régler des griefs entre des élèves et des professeurs, ou des élèves ou une école, c'est une arme qui peut se retourner contre soi. C'est rien que ça que je dis. Contre soi, une arme? Contre le professeur. En d'autres mots, le professeur ça va donner une occasion supplémentaire d'aller mettre les profs au banc des accusés, alors que dans bien des cas, ils ne le méritent pas. Puis lorsqu'ils le méritent, on fait quoi? Ben là, lorsqu'ils le méritent, je présume bien qu'on a des mécanismes à l'intérieur des commissions scolaires pour prendre nos responsabilités puis faire ce qu'il faut, ce que malheureusement on ne fait pas tout le temps. Et c'est là où il y a peut-être un équilibre à avoir un protecteur de l'élève ou de ne pas en avoir, mais ça exclut pas les abus. Non, écoute, peu importe le système que tu auras, il y aura toujours des abus. Bon, ceci étant dit, alors cette histoire-là du protecteur du citoyen enfant, origine de quoi? Qui a eu cette idée-là? Ça vient d'où? Le gouvernement, ministère de l'Éducation, mais oui. Probablement que c'est venu de la base, c'est venu des conseils d'école, des comités de parents, tout ça. Pourquoi? Ben, parce qu'il y avait des abus, supposément. Non, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignants peu compétents au Québec. Beaucoup moins en Ontario. Mais moi, je pense qu'il y a plus de parents qui se déresponsabilisent par rapport à leurs enfants qu'il y a d'enseignants qui sont incompétents. Bon, il y a aussi ça. Un n'exclut pas l'autre. C'est que, écoute, le corps enseignant du Québec reflète la collectivité québécoise. Alors, il y a beaucoup de morons parmi la collectivité québécoise. Donc, force est de constater qu'il va y avoir un pourcentage d'enseignants qui vont être de parfaits morons. OK? Oui. Puis là, mesdames, ne vous sentez pas exclus, là, parce que le corps enseignant au primaire et secondaire, très majoritairement féminin. Ouais. Alors, il y a beaucoup de moronnes au Québec. Mais, ça ne se dit pas. Alors, il y a eu dans l'enseignement l'embauche de tout un paquet d'incompétentes et de grosses tounes mal fagotées. On fait quoi avec ça? Ils sont protégés, archi-protégés par les syndicats. On ne peut plus s'en débarrasser. Je parle du système public, là. Le système privé les congédie, mais le système public ne peut pas congédier une grosse moronne. On fait quoi? On fait quoi pour faire le pendant à la force d'installation permanente? Donc, les commissions scolaires ont... Comprends-tu, ce rapport de force? Mais donc les conseils d'établissement, les comités de parents, les commissions scolaires ont renoncé à leur devoir. Ça prend un protecteur de l'élève. C'est ça que tu es en train de me dire? Oui, parce que, comme beaucoup de Québécois, il y a des individus qui occupent des postes, et de plus en plus des femmes, qui occupent des postes sans prendre la responsabilité qui va avec. Alors, qu'est-ce qu'elles font, ces dames-là? Elles forment des comités, puis elles forment des protecteurs du citoyen, des organismes. Comprends-tu? Alors, qui va composer ce protectorat-là, d'après toi? Aucune idée. Le protecteur de l'élève est une personne avec un nom, puis une fonction, puis il est payé pour être disponible 50 heures par semaine. Oui, vois-tu, on avait déjà le protecteur du citoyen. Oui. C'était passé. On avait oublié, Daniel, on avait oublié dans le protectorat du citoyen d'inclure l'enfant. OK. Ah, regardons ça. Est-ce que le protecteur du citoyen incluait l'enfant? Non. Parce que l'enfant n'est pas citoyen au Québec. Ben, c'est parce qu'on a toujours pensé que la DPJ allait s'en occuper si c'était trop grave. Alors, c'est tout à fait vrai. Là, tu as le protecteur du citoyen qui s'occupe pas de l'enfant. Hein? Tu as la DPJ qui est supposée s'occuper de l'enfant, mais pour des raisons qu'on ignore, là, ça va prendre une institution supplémentaire, le protectorat de l'enfant. Tu commences pas à trouver ça un peu interpellant? Ben oui, mais... Autrement dit, n'est-il pas exact de dire que le Québec haït les enfants? Mais là, arrête, t'es quasiment en train de me donner raison. Pierre, on va se laisser là-dessus. On se reparle la semaine prochaine à pareille heure. Salut! C'était Pierre Mailloux, 8h37. Les Habitations du Patriote organisent une journée porte ouverte.